Avant que ce ne soit des guerres entre, disons, nations, entre armées, entre un État et ou une population, c'est une guerre contre la vitesse. C'est ça qui se joue avec les intelligences artificielles quand on les met dans le champ militaire. C'est le premier qui a capté la donnée, qui l'a transformée en information et qui a dégainé, le premier a gagné. GPT, ça marche. Mais ça marche pour faire quoi? Moi, on m'a montré des poèmes écrits par GPT en me disant, mais regarde, c'est pas mal. Et c'est vrai que c'est pas mal. Surtout quand vous commencez à aller vers des choses un peu compliquées, vers l'hexasyllabe ou des choses comme ça. Les textes, ils sont pas forcément neuneux. Mais ce n'est pas de la poésie et ça ne peut pas l'être. Parce que l'art, c'est pas un divertissement. L'art, ou l'intelligence en général, est toujours doublement référentiel. C'est-à-dire qu'il faut d'une part une référence au réel et d'autre part une référence au locuteur ou à la locutrice. La référence au réel, c'est tout simple, c'est la vérité. Il n'y a pas de concept de vérité chez GPT. Ça ne peut pas exister. Il y a un concept d'occurrence statistique de certaines idées sur Internet, compte tenu du fait, bien sûr, qu'on interdit généralement aux algorithmes les idées un peu trop subversives, c'est-à-dire celles qui contestent l'ordre dominant. Et ensuite, il n'y a pas de référence à l'auteur ou à l'autrice, ou à l'auteur, tout simplement parce que dans un poème, ou dans un texte, ou dans un roman, ou dans un essai philosophique, ou même dans un mot d'amour, ce qui est important, c'est que tout est référentiel. C'est qu'à chaque embryon de concept, de mots, d'idiomes, d'expressions, vous convoquez toute une chaîne symbolique qui est en résonance avec votre passé, avec votre histoire, avec votre culture, avec l'amour que vous éveillez ou que vous n'éveillez pas dans les yeux de l'autre. Et ça, GPT ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire structurellement. Vous pouvez multiplier par 100 000 la puissance des processeurs d'OpenAI, ça ne changera rien au fait qu'il ne peut pas le faire. Pour le dire de façon très triviale, quand vous allez chez le médecin et que vous lisez le compte-rendu d'hospitalisation, vous interprétez les mots. Quand le chirurgien vous dit « je ne suis pas très inquiet » ou quand il vous dit « je suis rassuré », ça veut dire à peu près la même chose, mais vous comprenez qu'en fait, ça ne veut pas dire la même chose. Maintenant, les comptes rendus d'hospitalisation sont en grande partie faits par GPT. Ne cherchez même pas à les interpréter, ça n'a plus de sens. Ça ne peut pas en avoir. Et ça, c'est un étiolement considérable de notre puissance d'être. Et la raison pour laquelle j'insiste sur ce mot, mais là je vais être plus court, je te laisse la parole dans 30 secondes, c'est que, si vous voulez, c'est ce sur quoi je crois, on ne peut pas ne pas être d'accord. C'est-à-dire que certains ici peuvent aimer les oiseaux et les plantes, et d'autres aimer le béton et l'acier. Moi, je ne peux pas, contrairement à ce que certains prétendent, asséner des vérités. C'est-à-dire dire les oiseaux sont supérieurs au béton. J'en sais rien, après tout. Vous avez bien le droit de préférer le béton si c'est votre avis. En revanche, je pense qu'en tant que vivants, nous ne pouvons pas renoncer à ce qui nous fabrique en tant que vivants, à ce qui nous constitue et nous différencie d'un objet. Nous ne souhaitons pas, aucun d'entre nous, que vous soyez de droite ou de gauche, technophobe ou technophile, nous ne souhaitons pas devenir les rouages d'un dessin IN sans dessin EIN, d'accord, qui nous utilise comme outil. Sinon, c'est très exactement une réification. C'est très exactement un néocolonialisme qui pourrait même toucher les Blancs, vous vous rendez compte? C'est vous dire à quel point il serait insupportable. Bon, je plaisante avec ce qui n'est pas drôle, mais c'est pour montrer l'aberration en réalité de la structure idéologique dans laquelle se déploie cette pensée. Asma, est-ce que c'est pas une bonne nouvelle ce que vient de nous dire Aurélien, à savoir que finalement il ne faudrait prendre l'IA que pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une somme d'algorithmes, enfin un algorithme qui serait une somme de calculs, et que je dirais la culture techno-scientifique aidant, nous prendrions conscience tout simplement de la distinction entre ce qu'Aurélien décrit comme le vivant et qui est communément admis, et puis ce qui n'est qu'une forme de chose inerte. Oui, mais ce n'est pas ce que dit Aurélien. C'est bien le problème. Et je souscris à tout ce que dit ou ce que vient de dire Aurélien Barraud. Et je dirais même que son combat, sa passion est ultra romantique, que j'adorerais que nous soyons légion, et que le problème, et qu'il y a deux problèmes, deux limites. C'est que je ne sais pas quand et à quel moment de l'histoire, et là c'est vraiment mon inculture crasse qui parle, la poésie
a pu être une réponse politique massive. Je ne sais pas quand. Je ne sais pas si elle le peut encore. Et c'est omettre ce qui se joue en termes de réelle politique, c'est-à-dire en termes de relations internationales. Et là, j'attaque mon deuxième sujet, ou l'angle de mon propos, de ce que je raconte. C'est-à-dire qu'évidemment, moi, j'adorerais qu'on soit dans une espèce d'instinct de survie et de dignité, d'une certaine façon, de ce qu'est l'humain et donc de ce qui nous distingue de cette machine ou de cet outil ou de cet agent, parce qu'aujourd'hui, on ne parle même plus d'outil, on parle d'agent, donc d'agent humain et d'agent machinique, hein, on en est là. Donc c'est très intéressant parce que c'est exactement comme ça que dans les armées, on parle d'agent humain. Donc on a en effet un nivellement, si vous voulez, même des hiérarchies entre ce qu'est la machine ou les algorithmes, parce qu'on s'en fout même de la ferraille qui est autour, donc en fait des logiciels et de l'homme. Mais le problème, c'est qu'il y a évidemment la dimension idéologique, philosophique, mais surtout vous avez une dimension de puissance. Or aujourd'hui, l'intelligence artificielle comme concept, en fait, les intelligences artificielles à usage militaire plus précisément, sont au cœur de la compétition, de la concurrence, de la rivalité géostratégique entre deux grandes puissances, ou hyperpuissances, superpuissances, disons, États-Unis et Chine, et que de ce point de vue-là, strictement rien, je le crois, hélas, n'arrêtera cette course. Et que les géants technologiques, qui sont les concepteurs de ces outils, qui ont l'air ludiques ou dégueulasses ou peu importe, sont en fait des vecteurs de quoi ? De soft et de hard power. Hard power réellement sur le terrain, en Ukraine, à Gaza, ailleurs, réellement, pour planifier des opérations sur le terrain, pour capter de la donnée et derrière planifier, pour transformer de la data, puisqu'on a mis en données le monde et donc le champ de bataille. Tout est mis en données, mais la donnée en soi n'a pas tellement de valeur si vous ne la transformez pas en information stratégique qui permettent derrière une décision donnée ou une prise de décision. Et donc, c'est précisément très pragmatiquement au-delà des fantasmes, c'est exactement ça, c'est-à-dire d'abord et avant que ce ne soit des guerres entre, disons, nations, entre armées, entre un État ou une population, c'est d'abord, et on l'a vu très bien à Gaza, c'est une guerre contre la vitesse. C'est ça qui se joue avec les intelligences artificielles quand on les met dans le champ militaire. C'est le premier qui a capté la donnée, qui l'a transformée en information et qui a dégainé, le premier a gagné. C'est ça qui se joue, cette hyper vitesse-là. Et de ce point de vue-là, c'est ce qui fait aussi qu'on a cette tentation à déléguer les décisions finales, qui peuvent être absolument atroces, à la machine, parce qu'il faut aller très très vite. Et que l'arbitrage politique, et là je parle vraiment dans le champ militaire et politique, l'arbitrage politique, c'est-à-dire entre lancer l'opération et le dommage collatéral, est très vite vu, en fait. Et ce sont des coûts politiques qui sont parfaitement assumés. C'est très cynique ce que je dis, mais c'est la réalité des choses. Donc, où est-ce qu'en face, on peut mettre de la poésie si chacun, en effet, est complètement isolé derrière son écran ? Et donc, ce qui se joue, c'est la rivalité géostratégique entre États-Unis et Chine, que deux, vous avez des puissances régionales qui utilisent ces outils-là pour du leadership ou de la suprématie ou un gain de temps sur les champs de bataille qu'on a ouverts depuis 2022 à peu près, et qui servent d'ailleurs de terrain d'expérimentation, qui sont aujourd'hui des laboratoires à ciel ouvert de ces mêmes outils-là dont on parle. On le voit très bien par exemple sur les armes autonomes. C'est très intéressant parce que depuis 2022, on a eu énormément de discussions, de débuts vous savez, ces livres blancs, les guidelines éthiques, alors les grandes lignes éthiques à respecter partout, hein, dans les cénacles internationaux, l'ONU, tout le monde s'y est mis, etc. Et en fait, États-Unis et Chine maintiennent très volontairement un statu quo où il ne se passe rien. On ne dit pas oui, on ne dit pas non. On laisse traîner. Et derrière ça, vous avez plein de boîtes qui sont des startups qui sont financées par ces mêmes acteurs-là. Je pense à Anduril, par exemple, dont vous n'avez probablement jamais entendu parler et qui est ultra stratégique dans la projection de puissance américaine et qui développe des drones
parfaitement autonomes et qui participent à ces discussions, c'est-à-dire à ne pas les mener à bout, à ne pas qu'elles aboutissent ou qu'elles finissent par aboutir à un consensus donné. Et donc, on est dans ce nouveau siècle politique, dans ce nouvel ordre mondial qui est en train de s'installer, où vous avez deux géants qui sont en train de se battre pour la première place.